Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, bienvenue dans une autre séance consacrée à la correction de l'examen national de SVT pour la section sciences mathématiques, option sciences mathématiques A. Et rappelez-vous, on a déjà commencé la correction de la première partie de restitution des connaissances. La deuxième partie, juste on a commencé l'exercice, juste la première partie de l'exercice 1. Maintenant, on va continuer la partie 2 de l'exercice 1. Et on commence par la lecture. Pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires non liés au sexe, on réalisait le croisement de deux variétés de plantes du pois de senteur. La première à fleurs pourpres et grains de pollen lents. La seconde à fleurs rouges et grains de pollen ronds. Les deux variétés sont de lignes pures. On obtient en F1, la première génération, une génération constituée uniquement de plantes à fleurs pourpres et grains de pollen longs. La troisième question, que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1? Justifiez votre réponse. Quatrièmement, à l'aide d'un échiquier de croisement, donnez les proportions des phénotypes attendus lors du croisement des hybrides F1 entre eux selon la troisième loi de Mendel, loi de la ségrégation indépendante des caractères. Et il nous donne une indication, utilisez les symboles suivants. Grand R et petit r pour les allèles du gène responsable de la couleur de la fleur. Grand L, petit l pour les allèles du gène responsable de la forme des grains de pollen. Donc ici, on suit la transmission de combien de caractères? De caractères héréditaires. Notez, on va commencer par la question 3. Que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1? Justifiez votre réponse. Maintenant, pour répondre à cette question, chers élèves, on a besoin de revenir à ce croisement. Notez bien, c'est important, les deux variétés sont de lignes pures. On a croisé entre des plantes à fleurs pourpres et grains de pollen longs, plantes à fleurs rouges et grains de pollen ronds. F1 constitue uniquement de plantes à fleurs pourpres et grains de pollen longs. Qu'est-ce qu'on peut dire, chers élèves? Ici, on traite combien de caractères? Donc, la couleur et aussi la forme, la couleur des fleurs et la forme. Donc, bien évidemment, il s'agit de dihybridisme. On parle de dihybridisme, c'est ce qu'on note. Croisement entre deux variétés de pois qui diffèrent par deux caractères, couleur des fleurs et forme des grains de pollen, et il s'agit de cas de dihybridisme. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on observe? On a dit aussi qu'il a donné F1 constitué uniquement de plantes à fleurs pourpres et grains de pollen longs. C'est-à-dire, la première loi de Mendel, il est respecté. Donc, il est vérifié. Donc, on note que les parents sont de lignes pures. F1, il est uniforme. On a obtenu un seul phénotype pour les deux caractères. Vérification de la première loi de Mendel. Qu'est-ce qu'on peut tirer aussi comme déduction à partir de ce croisement? Notez bien qu'on a ici des fleurs pourpres et grains de pollen longs. Et donc, ce qui est pourpre, il est dominant. Donc, le caractère pourpre, il est dominant sur rouge et de grains de pollen longs, dominant sur rond. Donc, il y a une dominance absolue. L'allèle responsable de la couleur pourpre est dominant et on note grand R. Et l'allèle responsable de la couleur rouge, il est récessif et on note petit r. Ça concernant le premier caractère. Deuxième, pour la forme, l'allèle responsable des grains de pollen longs, il est dominant, on les symbolise grand L, et l'allèle responsable des grains de pollen rond, on note petit l. Passons maintenant, chers élèves, à la quatrième question. Qu'est-ce qu'il dit la question? Il faut bien lire la consigne. À l'aide d'un échiquier de croisement, donner les proportions des phénotypes attendus lors du croisement des hybrides F1 entre eux selon la troisième loi de Mendel. C'est la loi de ségrégation indépendante des caractères.
Qu'est-ce qu'il dit la loi? Le cas de l'indépendance. Les deux gènes sont indépendants. Et donc, pour répondre à cette question, donc on a besoin de quoi? De faire une interprétation chromosomique. Et rappelez-vous, pour l'interprétation chromosomique, on commence par les phénotypes, puis les génotypes. Notons, on commence par les phénotypes. On a croisé entre des F1. On a dit qu'à fleur pourpre et à grain de pollen long, grand R, grand L, et F1, grand R, grand L, sont des hybrides. Maintenant, pour le génotype, à votre avis, ici, il faut bien respecter, on est dans le cas de ségrégation indépendante, c'est-à-dire on suppose que les deux gènes sont indépendants, et donc nous devons tenir en compte ça. Il y a pas mal de copies de l'examen, on trouve qu'il y a des problèmes. Les élèves n'arrivent pas à répondre à cette question, vu qu'ils mélangent entre deux gènes indépendants et deux gènes liés. Il faut faire attention. S'ils sont indépendants, dans l'interprétation, il faut séparer les deux gènes. Notons bien, grand R 2/ petit r, espace grand L 2/ petit l sont indépendants. La même chose, même individu, même type d'individu, grand R 2/, grand L 2/ petit l. Après, en passant aux gamètes, bien évidemment. Combien va donner de gamètes normalement ici? Donc, il y a 4 gamètes différents. Et puisqu'on a ici la ségrégation indépendante, ils vont avoir les mêmes proportions, à savoir 25%, 25% grand R petit l, 25% petit r petit l, 25% grand R grand L. La même chose pour le deuxième individu. Chacun produit 4 gamètes différents à proportions identiques. Après, on passe à la fécondation. Et puisqu'on a 4 types de gamètes pour chaque individu, donc nous devons établir, construire ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. Notez bien, comment faire pour l'échiquier de croisement. Regardons, il y a ici 5 colonnes. Donc, pour la première colonne, donc, on note ici les gamètes d'un individu, d'un sexe, et pour l'autre sexe, les 4 autres gamètes. Et on relaie entre les gamètes. On note aussi les fréquences. 1/4 pour chaque gamète, aussi 1/4 pour chaque type de gamète, et on fait les croisements, on trouve, on multiplie 1/4 fois 1/4, 1/16. Grand R, c'est R sur grand R, grand L sur grand L, et notez bien, espace, toujours, les deux gènes sont indépendants. La même chose, deuxième case, petit r et grand L, avec grand R, grand L. Donc, on note grand R, petit r, et on note aussi grand L, toujours espace entre les deux gènes, et on note la fréquence 1/4 fois 1/4, c'est 1/16e, et je note aussi le phénotype grand R, grand L, c'est important. On passe troisième case, grand R, petit l avec grand R, grand L. On rassemble toujours les allèles du même gène. Il ne faut pas mélanger entre les allèles des différents gènes. Grand R, grand L, petit l. 1/4 fois 1/4, c'est le 1/16e, c'est grand R, grand L. La même chose pour petit r, petit l, grand L. On obtient grand R, petit l, petit l. De la même façon, on continue, on essaie de compléter le tableau. Et on note les résultats théoriques obtenus en F2, qui sont, donc, on compte le nombre de phénotypes grand R, grand L. Ici, on a 9, donc c'est 9/6e grand R, grand L. On note pour petit grand R, pour petit r, petit l, on a 3/16e. Et on note pour grand R, petit l, on a ici 3/16e. Et on a seulement ici un cas, 1/16e, petit r, petit l. Et voilà les proportions. Mais maintenant, on passe, chers élèves, à la 5e question. On continue. Afin de mettre en évidence l'exception de la 3e loi de Mendel, on exploite les travaux de Badesson et Panette réalisés en 1900. Ces derniers ont laissé se produire les hybrides de F1 entre eux. On veut confirmer, est-ce qu'il s'agit de deux gènes indépendants ou liés? Le tableau ci-dessous représente les résultats en F2. Qu'est-ce que vous observez?
donc fleurs pourpres et grains de pollen long, on a obtenu 4 phénotypes. Voilà le nombre des individus, mais regardons les proportions. C'est 69%, 5%, 5%, 19,29%. Est-ce qu'il s'agit des proportions de 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e? Non. Donc, on note que les résultats obtenus par Panette et Patisson ne sont pas conformes aux résultats théoriques selon la troisième loi de Mendel, parce que ces proportions diffèrent des proportions de 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, il n'y a pas, les résultats ne sont pas conformes. Et donc, est-ce que les deux gènes sont liés? Est-ce que les deux gènes sont indépendants? Non. Donc, on dit que les deux gènes étudiés sont liés. La couleur des fleurs et la forme des grains de pollen, ces deux gènes sont liés. Maintenant, chers élèves, on passe à l'exercice 2. Le deuxième exercice, rappelez-vous, portant sur la génétique humaine. Il nous donne un arbre généalogique. Et notez, il faut toujours commencer par la lecture de l'énoncé. La myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire liée au sexe. Elle débute dès l'enfance et se traduit par la dégénérescence progressive des fibres musculaires, muscles squelettiques et muscles respiratoires. Elle aboutit généralement à la mort avant la puberté. Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille où s'exprime la myopathie de Duchenne. Notez bien, dans l'énoncé, c'est une maladie héréditaire liée au sexe. Il nous a donné dès le départ une indication concernant la transmission des caractères héréditaires. La première question, en exploitant les données de l'arbre généalogique, A. Déterminer le mode de transmission de cette maladie. Justifiez votre réponse. La deuxième question, B. Donnez les génotypes des parents de 6 et de 7, puis montrer que l'apparition de la myopathie chez la fille 3-9 est imprévisible. Utilisez grand 1 pour l'allèle dominant et petit 1 pour l'allèle récessif. On va commencer, chers élèves, notre correction par la première question. Déterminer, en exploitant les données de l'arbre généalogique, déterminer le mode de transmission de cette maladie. Justifiez votre réponse. Donc, pour répondre à cette question, chers élèves, donc, on revient sur le document et voyez-vous, on a essayé cet arbre généalogique pour chercher le mode de transmission. Donc, pour déterminer le mode de transmission, il s'agit de déterminer est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif, est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel ou non, s'il est porté par un chromosome sexuel, est-ce qu'il est porté par un chromosome X ou Y. On commence par le mode concernant est-ce qu'il est dominant ou récessif. Pour déterminer est-ce qu'il est dominant ou récessif, on repère dans l'arbre généalogique quoi? Donc, on repère des parents. Donc, si on trouve des parents sains, on donne un enfant malade, un enfant malade, on dit que l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Si on trouve des parents qui sont malades, on donne un enfant sain, où la maladie touche ou affecte toutes les générations, on dit que l'allèle responsable de la maladie, il est dominant. Et dans notre cas, voyez-vous que dans l'arbre généalogique, il y a des parents 1, 1, 1, 2 sont sains et on donne un garçon 2, 5 qui est malade. Donc l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. On note ça. Puisqu'un couple normal a donné naissance à un enfant malade, le gène responsable de la maladie, de la myopathie, est récessif. Maintenant, est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel? En revenant sur l'énoncé, on a déjà vu que la maladie, ils ont cité que la maladie, il est porté par un chromosome sexuel, il est porté par un chromosome, donc il est lié au sexe, la maladie héréditaire est liée au sexe, et il nous reste seulement, est-ce qu'il est porté par un chromosome X ou un chromosome Y. Donc, voyez-vous, dans l'arbre généalogique, on voit que la maladie touche aussi la fille 3-9, puisqu'il touche les garçons, affecte les garçons et les filles. Donc, la maladie, il est porté par un chromosome sexuel. Aussi, on peut parler les garçons issus
issu d'un père qui est sain. Donc, regardons ici. Donc, la maladie chez les garçons, un garçon qui est malade, alors que son père, il est sain. Ça veut dire quoi? Il n'est pas porté par Y, donc il est porté par un chromosome sexuel. Maintenant, on passe, deuxième question B, donner les génotypes des parents 2,6 et 2,7, puis montrer que l'apparition de la myopathie chez la fille 3,9 est imprévisible. Dans un premier temps, on va essayer de donner le génotype de parents. Donc, les génotypes, on détermine les deux allèles pour chaque individu. Donc, puisque la maladie est portée par un chromosome sexuel X, et on va déterminer, puisque ici grand N pour l'allèle dominant, donc l'allèle dominant ici c'est normal, c'est grand N, donc c'est petit n, grand N c'est pour l'allèle normal, et petit n qui est récessif c'est pour la maladie. Donc, revenons sur ici. Pour la fille, pour les parents 2,6 et 2,7, donc 2,6 ici, c'est une mère qui est, comment il est saine, normalement saine, il est soit X grand M, X grand M, X grand M, c'est-à-dire les deux allèles qui sont normaux, soit un allèle normal et un allèle récessif responsable de la maladie, soit homozygote, soit hétérozygote. Mais voyez-vous dans cet arbre, regardons les enfants. Donc je dois repérer l'un des enfants qui est malade. Regardons, il a donné des enfants, donc ici, un garçon qui est malade, donc normalement, il a hérité l'allèle responsable de la maladie. C'est-à-dire, cette mère, il possède l'allèle responsable de la maladie, et puisqu'il est normal, donc évidemment, on dit qu'il est hétérozygote. Donc la mère de 6, mère saine, a donné un garçon sain, un garçon malade, donc son génotype, il est hétérozygote, X grand M, X petit m. Il a donné un garçon, c'est un garçon ici qui est malade. Maintenant, concernant le chromosome, est-ce qu'il est porté par un chromosome? Donc, il est lié au sexe. Quel chromosome? Aussi pour les génotypes de père, il est normal, donc c'est X grand M qui est normal, Y. Pour le gène responsable de la maladie, il est récessif et porté par le chromosome sexuel X. Pour qu'une fille soit malade, il doit être homozygote pour l'allèle muté. Donc, cela veut dire qu'il doit recevoir une version de cet allèle. On veut montrer l'apparition de la myopathie chez la fille 3,9 est imprévisible. La fille 3,9, il est malade. Normalement, sa mère, il va hériter l'allèle responsable de la maladie. Mais son père, il est normal, normalement. Est-ce qu'il contient l'allèle qui est responsable de la maladie? Non. Et comment peut-on expliquer cette fille? Donc, la maladie de la fille, il est imprévisible, car il doit, pour qu'il soit malade, il doit, donc normalement, un allèle responsable de la maladie doit être hérité de son père. C'est ce qui est expliqué ici. Pour qu'une fille soit malade, il doit être homozygote pour l'allèle muté. Cela veut dire qu'il doit recevoir une version de cet allèle de son père, alors que l'arbre généalogique, son père, il est sain et donc il est imprévisible, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie au niveau, un problème au niveau chez cette fille dans la carte chromosomique. Et on va continuer pour chercher la cause de la myopathie chez la fille. On a réalisé son karyotype qui figure dans le document 2. Deuxièmement, en exploitant le document 2, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille 3,9. Puis expliquer pourquoi elle est atteinte de la myopathie de Duchenne. Donc, pour répondre à la question, en revenant sur l'arbre, sur la carte chromosomique, que vous voyez normalement, chez l'homme, on trouve 46 chromosomes. Regardons, il y a les 22 paires des chromosomes qui sont normaux, alors que le paire de chromosomes qui est sexuel, le paire sexuel, on trouve seulement ici, chez la fille, seulement un seul chromosome. Donc, puisqu'il y a un seul chromosome X, il s'agit de quel type de maladie? Normalement, c'est la maladie de Turner. Donc, la fille est atteinte de la maladie de Turner car son karyotype montre un seul chromosome sexuel X. En continuant, normalement, c'est une question composée. Puis, notez bien ça, expliquez pourquoi elle est atteinte de la myopathie. Donc, vu qu'il y a une seule version de chromosome X, et donc normalement, il va s'exprimer, il n'y a pas l'autre
l'autre chromosome. Donc, on dit que la fille 3F a reçu l'allèle responsable de la maladie de sa mère. Il n'a pas reçu le chromosome sexuel X-M de son père à cause d'une anomalie chromosomique, ce qui a permis, favoriser l'apparition de la maladie, car il y a seulement une seule version qui a été exprimée, d'où l'apparition de la myopathie chez cette fille. On arrive à terminer l'exercice 2. Maintenant, chers élèves, on va passer à la troisième. On va passer au troisième exercice. Troisième exercice noté sur 5 points. Donc, cet exercice porte sur l'étude quantitative de la variation. Comme toujours, il faut commencer par la lecture attentive de l'énoncé, c'est important. Pourquoi? Pour situer, pour repérer le problème et va nous permettre aussi de s'adresser aux documents pour les utiliser, les exploiter. Donc, on va lire ensemble, afin de favoriser l'amélioration de la longueur du tube de la corolle chez l'angiflora, c'est une plante angiosperme, c'est une plante à graines enfermées. Donc, on a eu recours à la technique de la sélection artificielle. Rappelez-vous, on a déjà vu ça dans le cours, une technique qui permet pour sélectionner des races à caractère désiré, qui consiste à isoler les individus caractérisés par des types de corolle longs. Donc, on veut caractériser, souligner ça c'est important, caractériser par des types de corolle longs et les soumettre à des croisements aléatoires entre eux. Pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection, on propose l'étude des données expérimentales suivantes. Notez bien ça, pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection. L'étude, voilà parmi ces données expérimentales, l'étude statistique de la distribution de la longueur du tube de la corolle dans la population mère P1 de l'angiflora a permis l'établissement de l'histogramme de fréquence du polygone de fréquence et le calcul des paramètres statistiques qui sont, ici on a oublié, c'est x bar, c'est-à-dire la moyenne, comme c'est signalé ici, x bar, et sigma. Voyez-vous le document ci-dessous qui représente les deux paramètres statistiques et aussi la distribution, l'histogramme et ce qu'on appelle le polygone de fréquence pour la population P1. Et voyez-vous le schéma qui illustre la corolle et voilà, longueur, c'est entre ces deux limites. On continue. Donc, ce qui est demandé ici, en exploitant le document ci-dessus, déterminez le type de variation étudiée, décrivez la distribution de fréquences dans cette population, qu'en déduisez-vous? On continue, les individus caractérisés par des tubes de corolle dont la longueur est égale ou supérieure à 79 mm sont isolés et croisés entre eux au hasard. On a obtenu de ces croisements une population P2, que vous voyez la distribution, la moyenne des classes en millimètres et le nombre d'individus. Ce qui est demandé en deuxième question, calculer la moyenne arithmétique et l'écart type de cette distribution et utiliser un tableau d'application pour calculer ces paramètres. On donne x bar, la formule, et la formule de sigma. Troisième question, comparer les paramètres statistiques x bar et sigma des deux populations P1 et P2. Qu'en déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle effectuée? On va commencer la correction. On va répondre à la première question. En exploitant le document ci-dessus, déterminer le type de variation. Donc, voyez-vous, il s'agit de quel type de variation ici? La variable, quelles sont ses valeurs? Donc, il y a plusieurs valeurs, on les classe. Donc, on a classé en 10 classes, donc sont regroupées en classes. Dans quel cas on regroupe? Dans quel type de variable? Bien évidemment, il s'agit d'une variable qui est continue. Elle prend toutes les valeurs. Vu le nombre, une infinité de ces valeurs, on les regroupe en 10 classes. Et on dit, voilà, il s'agit d'une variation continue parce que la longueur de tube de la corolle peut prendre toutes les valeurs. C'est pour cela qu'on dit qu'il s'agit d'une variation continue. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Décrivez la distribution des fréquences dans cette population. Qu'en déduisez-vous? Regardons ici cette distribution. À quoi sert le polygone de fréquence?
nous permet de dégager les modes. Regardons ici le polygone de fréquence ici. Combien de modes? Il y a un mode ici et deuxième mode. Donc, il y a un mode que vous voyez à peu près à 40, à 64 et aussi à 70 mm. Rappelez-vous, le mode, c'est la valeur de la variable donc, qui se caractérise par un effectif élevé. Donc, il y a ici deux modes. Donc, le polygone de fréquence montre deux modes. Le premier à 64 mm et le deuxième à 70 mm. Donc, il y a un grand écart entre les valeurs de la longueur du tube de la colonne et la moyenne arithmétique. Regardons ici, la moyenne c'est 70. Notez bien ça. Donc, c'est la moyenne et on trouve que les valeurs se trouvent loin de la moyenne, donc sont ici, se trouvent dispersées. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On déduit, puisqu'il est plurimodal, que la population elle est hétérogène. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer la moyenne arithmétique et l'écart type de cette distribution que vous voyez ici. Il nous a donné une deuxième population P2 et voilà la distribution en appliquant les formules données dans l'exercice. Donc, on va essayer de répondre à la question. Donc, ce qui est demandé, c'est calculer la moyenne arithmétique et l'écart type de cette distribution. Et notez bien ça, le mot en gras ici, utiliser un tableau d'application pour calculer ces paramètres. On va commencer pour la moyenne arithmétique. On se rappelle de la formule, x bar égale l'ensemble de 1 jusqu'à i de fi fois xi. La fréquence est la valeur de la variable sur l'effectif total de la population. Donc, pour cela, je dois élaborer un tableau que vous voyez ici. Ce tableau constitué d'un ensemble de colonnes. La première colonne, c'est le centre de classe. Deuxième colonne, on note la fréquence. Fi, xi moins x bar au carré et la fréquence fois xi moins x bar au carré. Donc, pour nous, la moyenne arithmétique, c'est seulement ce qui nous intéresse pour répondre pour calculer la moyenne, c'est seulement la colonne de fi, xi. Donc, je dois faire les calculs. Donc, je multiplie 52 fois 0 égale à 0, 55 fois 0 égale à 0, et de la même façon, je continue pour les autres valeurs et je calcule le total ici, 133 pour les fréquences, alors que 10 246 pour FIXI. Qu'est-ce qu'il nous suffit maintenant? C'est juste une application numérique. Voilà, je note x bar égale à 10 246 sur 133. Je fais le calcul et je trouve la moyenne arithmétique égale à 77,04 mm. J'encadre le résultat. On est arrivé à calculer la moyenne arithmétique. Maintenant, on va passer à l'écart type. Rappelez-vous, donc, je rappelle de la même façon, je note la formule sigma égale à la racine carrée de l'ensemble de 1 jusqu'à i de fi fois les écarts par rapport à la moyenne xi moins x bar au carré sur l'effectif total, d'où l'importance des autres paramètres dans le tableau d'application. On continue les calculs, on remplit le tableau. Voilà, je fais la différence, les valeurs xi moins x bar au carré, et puis je calcule la multiplication fi fois xi moins x bar au carré. De la même façon, pour deuxième valeur de classe, de variable, 55, moins 22,04, et je continue le tableau. Qu'est-ce que je trouve à la fin? Donc, pour calculer, je vais faire une application numérique, et on note qu'on a besoin de la somme, c'est ce qu'on a trouvé ici, 3168,80, et l'effectif total de la fréquence, c'est 133. Et voilà, je note sigma et la racine carrée 3168,81 sur la somme qui est 133. Je fais le calcul et je trouve sigma égale 4,88. J'encadre le résultat. Regardons, c'est juste des calculs. Il faut faire attention, chers élèves, il faut bien se concentrer avec les paramètres ici, donc à respecter. Il faut bien établir le tableau
Et on passe étape par étape, progressivement, et après, on fait l'application numérique pour calculer l'écart type. Maintenant, on va passer à la troisième question. Comparer les paramètres statistiques x bar et sigma des deux populations P1 et P2. Qu'en déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle? Donc, la comparaison. Donc, regardons ici, on a x bar et sigma. Pour la population P1, on a 70,05 mm. Sigma égale à 7,16. Alors que pour la population P2, x bar égale à 77,04, c'est ce qu'on a trouvé, et sigma égale à 4,88. Qu'est-ce que vous observez? Donc la moyenne arithmétique de la population phi P2, il est supérieur à la population d'origine mère. Deuxièmement, l'écart type, comment il est de la population phi? C'est seulement 4,88, alors que la population mère, c'est 7,66. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que la sélection, on conclut, la sélection effectuée, elle est efficace parce qu'elle permet d'individualiser, d'isoler une population à caractéristiques différentes par rapport à celle de la population mère. Car on trouve qu'on a trouvé une population qui est un peu homogène, dont la dispersion elle est très faible, c'est seulement 4,88. Rappelez-vous la signification statistique de l'écart type qui permet de mesurer la dispersion. Et on déduit ici que la sélection effectuée est efficace, car chez la population P2, la longueur du tube de la corolle s'est améliorée et la dispersion de la population a diminué. Chers élèves, on est arrivé à la fin, donc on a arrivé à terminer la correction de l'examen. Donc, voyez-vous, je vous invite à bien s'entraîner sur les exercices de l'année précédente. Donc, essayons, faisons des efforts, essayons pour réussir votre examen. Donc, il faut toujours consulter le cours et essayer de s'habituer avec ses capacités demandées dans le raisonnement scientifique. On vous attend dans l'examen pour le mois prochain et je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.